Bonsoir, madame, monsieur, le débrief ce soir, nous allons parler de la réaction de Tibor Nagui à Radio France Internationale ce matin sur la situation dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest en route pour le Cameroun, attendu la semaine prochaine au Cameroun. Tibor Nagui reconnaît les efforts consentis par le gouvernement par rapport à l'organisation du grand dialogue national, mais il regrette la mise en application de ces réformes qui devront prendre corps concernant bien sûr le régime spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pouvons-nous s'attendre à mieux par rapport à cette situation? Au même moment également, les chefs d'État, à travers une correspondance que nous avons reçue, se sont réunis pour demander encore une autre rencontre du côté du Kenya pour le mois d'avril prochain. Au Cameroun, on reste confiant sur l'organisation du grand dialogue et surtout la mise en application des résolutions. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de rester scotché. Le débrief, c'est tout de suite maintenant avec les invités qui arrivent au compte-gouttes. Sam Séverin Ango, qui est du MRC, nous a déjà rejoint sur ce plateau. Sam, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir à tous vos téléspectateurs à travers le monde sur Canal 2 International. Je voudrais m'empresser d'ailleurs de saluer toute la communauté des MRCistes, le peuple du changement vrai à travers le monde qui est frappé de la disparition de Maître Sylvain Swop. Une disparition assez tragique et controversée, pour laquelle d'ailleurs nous tenons une conférence de presse en fin de cette journée de vendredi. Nous vous en remercions donc et je suis heureux de prendre part encore à ce débat qui, j'espère, va nous permettre autour de la thématique choisie quand même de nous reconnaître autour d'un idéal, un idéal de recadrage à l'intérieur du Cameroun au plan endogène aujourd'hui, parce que c'est bon d'invoquer la communauté internationale. C'est bon de dire tout le temps aussi que cette communauté internationale n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes du Cameroun, mais il est bon également de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons le loisir d'affirmer à cet instant précis que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que le Cameroun n'est peut-être pas sur la corde raide en tout début de cette année 2020 quand même, qui charrie beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'espoir déçu malheureusement, avec beaucoup d'inquiétude à l'horizon, avec le lot de choses que nous traversons. D'ailleurs, vous savez, quand le ciel va vous donner des signaux, il passe par un ensemble de choses. Et les choses qui sont vécues comme la série de drames quand même, à travers des établissements scolaires, ça devrait nous interpeller aujourd'hui. Au plus haut sommet de l'État, on doit savoir raison garder et se dire attention, il faut écouter toutes les voix, y compris celles qui viennent de la nature. Voilà. Merci Sam Séverin Ango. Nous adressons également nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Maître Sylvain Swop, qui par ailleurs était le coordonnateur des poules des avocats du MRC, avocat d'ailleurs très brillant, et qui s'en est allé il y a quelques jours suite à un problème d'anesthésie. En tout cas, on en saura un peu plus davantage selon Sam Séverin Ango, à travers une conférence de presse qui sera donnée sur cette question. Merci Sam d'avoir accepté notre invitation. Le second invité, c'est Sa Majesté Ndondo. C'est bien cela, à ne pas confondre avec l'autre qui est... Bonsoir, bienvenue, Sa Majesté. Merci M. Wangomna de m'accueillir et de m'avoir invité ici. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me rends dans vos studios pour parler d'un certain nombre de choses liées à l'actualité. J'espère qu'au bout du compte, après quelques minutes de discussion, je crois que vos téléspectateurs seront certainement édifiés sur certaines vérités que nous avons. Je profite de cette occasion pour présenter, n'est-ce pas, au nom du parti que je représente ici, mes sincères condoléances pour le décès, n'est-ce pas, de Maître Swop au parti MRC, parce que le Maître Swop, il était vraiment un avocat brillant,
Mais il était surtout, n'est-ce pas, l'un des rares, ou non, le seul qui, dans le camp du MSC, qui avait accepté la décision du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, déclarant, n'est-ce pas, le président Paul Biya vainqueur. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est décédé suite... il y a le philosophe Heidegger qui disait que dès que l'homme naît, il a assez Tout enfant qui naît est prêt et assez grand pour mourir. Pour mourir. Donc, on ne peut que souhaiter, on ne peut que souhaiter, n'est-ce pas, les condoléances à la famille durement éprouvée et à la famille du parti MRC. Merci. Vous représentez effectivement la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Le troisième invité, lui, c'est pas un homme politique, c'est un journaliste, Thierry Ndong. Bonsoir, bienvenue Thierry. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel et surtout bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Tous les vœux les meilleurs pour 2020. Merci et je vous retourne ces vœux en vous souhaitant une bonne et heureuse année. 2020, c'est la première fois que je fais cette émission depuis 2020, donc je vous présente mes vœux. Je salue et je présente mes vœux également aux téléspectateurs de Canal 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manque à l'appel Kroupit Adamou qui représente lui l'UDC. Je crois qu'il est pris certainement dans les bouchons. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Sam Severin, on commence par vous. On met les pieds dans les plats avec cette actualité, cette sortie de Tibor Nagui à France, à RFI ce matin. Pour lui, même s'il reconnaît quelques efforts consentis par le gouvernement pour organiser ce grand dialogue national, il regrette néanmoins la mise en application des résolutions qui devraient en principe décrisper la situation dans le Nord-Ouest. Tout à fait. Vous remarquerez, Bouba, que c'est une interview qui a été abondamment relayée. Moi, j'ai pu la relire également à travers beaucoup d'autres plateformes. Monsieur Tibor Nagui, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères de la première puissance du monde, spécialement chargé des questions africaines. C'est un vieux diplomate qui connaît le continent africain, parce qu'il est bon de le rappeler, depuis l'accession même de Paul Biya au pouvoir, je crois qu'il était déjà dans les couloirs de notre cher continent, et il a surtout dit dans sa sortie ce matin que le Cameroun l'empêchait de dormir. Et ça voulait davantage, selon notre entendement, dire que ce pays qu'est le Cameroun, qui n'est pas n'importe quelle nation sur l'échiquier planétaire, qui est un pays riche avec beaucoup, j'allais dire, de potentialité, est en train de sombrer. En fait, c'est ça qui gêne la communauté mondiale aujourd'hui, au-delà de quelques-uns d'entre nous et à l'intérieur du pays, même à l'extérieur. Il s'agit de dire que ce Cameroun-là, qui recèle en son sein non seulement du potentiel humain, intellectuel, mais également en termes de ressources naturelles, ne devrait pas aller à volo aujourd'hui. Et on s'est toujours demandé, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que ce Cameroun, avec tout ce qu'il charrie en termes de qualité et de talent, n'arrive pas à se sortir du gouffre. En fait, c'est là la véritable problématique aujourd'hui, parce que quand vous interrogez tous ceux qui, sur la scène internationale, travaillent sur les problématiques de développement, que ce soit économique et sociopolitique à travers le monde, vous allez interroger quelqu'un comme Eric Tchingé, qui est basé là-bas aux États-Unis, il vous dira qu'on ne comprend pas pourquoi le Cameroun n'arrive pas à décoller, pourquoi le Cameroun n'arrive pas à se retrouver sur un minimum de choses, un minimum de valeurs qui lui permettrait vraiment de permettre un vrai boom à tous les niveaux, aux grands avantages de l'ensemble de ses fils. C'est ça qui gêne le diplomate américain, de voir que ce Cameroun, il l'a précisé, qui doit rester un et indivisible. Parce que j'ai vu des gens se gargariser à travers les réseaux sociaux, tenter de dire que bon, finalement, maintenant, la nouvelle position prise par M. Nagui va conforter quelques-uns. Il ne s'agit pas de ça. Les Américains peuvent même vous laisser votre Cameroun, mais donnez-leur le sentiment que vous êtes en mesure, vous êtes en capacité vous-même de trouver les solutions. Aujourd'hui, s'il reconnaît que finalement, on a fait un pas, il parle en langage diplomatique, que le grand dialogue
était quand même un pas, que la libération des prisonniers politiques était aussi un pas supplémentaire, mais il reconnaît que ça ne suffit pas, parce qu'ils ont appelé, tout comme nous, à un vrai dialogue inclusif. On n'a pas eu droit à un dialogue inclusif, c'est-à-dire qui met en place toutes les parties prenantes autour de l'affaire qui était en discussion. On est obligé aujourd'hui de se contenter des petites choses que le gouvernement est obligé de concéder, alors que la solution ne réside pas dans des choses de type périphérique. La communauté internationale à travers les États-Unis est donc obligée de se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Parce qu'aujourd'hui, les deux régions qui sont concernées par la crise dite anglophone ne sont pas sorties de l'auberge. Et Tibor Nagui dit, il ne s'agit pas d'aller vers la sécession de ce grand pays qu'est le Cameroun. Mais la voie que semble avoir choisi le pouvoir en place, donc avec quelques-uns qui sont dans le laboratoire comme le ministre Antangadji et quelques autres qui trompent le président Paul Biya, c'est de passer en force. Ce sont des jusqu'au-boutistes qui pensent à eux, à leurs petits intérêts bassement égoïstes. Ils ne voient pas le grand Cameroun qui est aujourd'hui laminé. Ils s'entêtent à dire qu'on va aller aux élections dans ces conditions. Tout à l'heure, je vais revenir sur la deuxième dorsale que vous avez évoquée avec la main tendue aujourd'hui des anciens chefs d'État africains qui nous offrent la belle opportunité de sortir de cette crise pour l'instant sociopolitique. Mais je dis que actuellement, les Américains, oui, mais également les Occidentaux de l'Union européenne et bien d'autres Africains. Et les gens de la francophonie sont peinés de voir que nous ne parvenons pas à se sortir de l'auberge. À l'intérieur du Cameroun, je chute par là. La société civile, la véritable société civile qui est citoyenne au Cameroun, a déjà dit que il n'est pas bon d'aller à un processus électoral dans les conditions actuelles. Je veux parler de dynamique citoyenne. Je veux parler de un monde à venir. Je veux parler également de Maximilien Gombe. Toutes ces personnalités de premier plan, au-delà des organisations internationales, le tout dernier rapport de Human Rights Watch, qui stipule, qui rappelle les nombreux manquements qui sont constatés sur le terrain, nous permettent de dire qu'il faut faire attention. Nous avons un grand intérêt à l'intérieur du Cameroun, sous l'égide peut-être de nos amis étrangers, de nous asseoir, de nous réasseoir, parce que on court tout droit vers le chaos en voulant passer en force sur un ensemble de choses, en mettant en perte et profit toutes les constatations que nous sommes en train de faire. Alors, Sa Majesté, quand Tibor Nagui parle, certes, il reconnaît des grandes avancées, mais il dit qu'il faut surtout rapidement mettre en exécution les résolutions en clarifiant les limites du pouvoir central et celui local dans le cadre de la décentralisation. Il fait allusion à quoi exactement? C'est le régime spécial? En réalité, il fait effectivement allusion au statut spécial. Et il est pressé, n'est-ce pas, de voir les élections législatives et municipales se passer parce qu'en réalité, l'implémentation de ce qui s'est passé pendant le dialogue, la mise sur pied du statut spécial passe nécessairement, automatiquement par les élections municipales qui vont avoir lieu. C'est après les élections municipales que le cadrage, l'environnement législatif étant déjà prêt, les opérations physiques et pratiques pour la mise sur pied, n'est-ce pas, de ce qui va constituer le statut spécial vont effectivement suivre. Et moi, je crois que c'est beaucoup plus de ça qu'il a besoin. Mais il a dit également quelque chose d'important. Il a dit que le Cameroun devait rester un seul pays, un seul et indivisible. Ça aussi, il l'a dit. Il a dit, entre autres choses, qu'effectivement, il n'arrivait pas à dormir. Et en réalité, nous pensons effectivement que, vous savez, les États-Unis, c'est un pays avec qui le Cameroun a de bonnes relations. Maintenant, nous pensons effectivement que ces relations, sur le plan diplomatique, doivent rester effectivement sur le respect, n'est-ce pas, de la souveraineté de chaque État. Parce que nous l'avons toujours dit, l'avenir du Cameroun ne se décide ni à Washington, ni à Paris. L'avenir du Cameroun se décide ici à Yaoundé. Donc nous pensons effectivement que, tout en étant effectivement amis du Cameroun, et que ces préoccupations sont des préoccupations qui vont, n'est-ce pas, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, nous pensons effectivement que le respect de la souveraineté fait aussi, n'est-ce pas, partie de bonnes relations entre les États. Et nous pensons effectivement que c'est dans ce sens que s'inscrivent ces différentes interventions et cette pensée et cette visite qui va venir beaucoup plus pour renforcer, n'est-ce pas, ce que le gouvernement a déjà pris comme résolution, n'est-ce pas, lors de ce grand dialogue, afin que la paix qui est en train de revenir
afin que les tensions qui sont en train de se calmer, n'est-ce pas, puissent aboutir à la paix au Cameroun. Est-ce qu'on peut parler, Thierry, d'un rétropédalage des États-Unis qui, on connaissait leur position bien avant, ils préconisaient une médiation suisse, et aujourd'hui, on reconnaît que le pouvoir en place a fait des efforts, mais il y a d'autres choses encore à faire. Est-ce que par là, on doit supposer que les États-Unis ont déjà acté les élections législatives et municipales au Cameroun? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que aucun pays ne se suffit aujourd'hui. Nous sommes dans un village planétaire. Et l'avenir du Cameroun se décide aussi ailleurs qu'à Yaoundé. Faut dire ça aux gens. Non. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Non. L'avenir de la Libye d'aujourd'hui, son avenir s'est décidé où? C'était pas à Tripoli. Quand on a décidé d'en finir avec Kadhafi, c'était pas à Tripoli. C'était à Londres, c'était à Paris, c'était à New York. Pour dire que dans l'interdépendance qui caractérise le village planétaire aujourd'hui, l'avenir du Cameroun se décide aussi ailleurs. Non. Et ça, il faut le dire. Non. Et lorsque je l'ai dit, j'ajoute que les sorties de M. Tibor Nagui sont à prendre très au sérieux. Ce n'est pas M. Tibor Nagui en tant qu'individu qui parle. Il parle au nom d'un pays. Il a la pensée d'un gouvernement qu'il restitue. Et ça, il faut le prendre comme tel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les États-Unis sont effectivement préoccupés par la situation au Cameroun. Ne faisons pas la fine bouche. Et lorsque les États-Unis, la première puissance du monde, se montrent préoccupés, nous devons faire très attention. Parce qu'ils ont des grilles d'analyse, d'évaluation, qui sont telles que lorsque un ministre vous dit « je perds le sommeil », là, je pense qu'il faut prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Maintenant, la question que vous me posez concernant le... On va parler peut-être, est-ce que c'est un rétropédalage? Alors, sur le rétropédalage, je dis non. Les Américains sont constants. Je veux dire, monsieur Tibor Nagui, quand vous le lisez, quand vous l'écoutez, quand vous le regardez, il est constant. Il est constant dans ce qu'il dit. Et quand vous regardez, vous comprenez très bien que il ne fait que rendre la pensée d'un pays, la pensée, la façon de voir les choses de Trump et de son gouvernement. Donc, il n'y a pas de rétropédalage. Hier, comme aujourd'hui, les États-Unis disent « nous ne sommes pas pour une division du Cameroun ». Ils sont contre la sécession. Ils l'ont dit et ils le redisent. Mais ils disent également que le Cameroun a beaucoup d'efforts à faire. Ils n'ont pas... j'ai lu une interview de M. Tibor Nagui dans Mutation, une belle interview, où, parce qu'on oublie souvent de dire, ce monsieur a travaillé sur l'Afrique centrale, il connaît bien la sous-région, il connaît l'histoire du Cameroun. Donc, il a des scénarios qu'il propose, lui, je l'ai lu, quand vous regardez très bien, les Américains sont favorables à un fédéralisme au Cameroun, mais compte tenu de ce que le gouvernement camerounais, lui, il opte pour la décentralisation, M. Nagui dit, donc, tant qu'à faire, allez-y en profondeur. Bon, j'ai entendu dire tout à l'heure que... moi je parle vraiment en observateur, qu'on attend les élections, on verra. Mais moi aussi j'ai lu dans la presse camerounaise cette semaine, le ministre de la décentralisation, qui se plaignait de n'avoir pas eu, dans son budget 2020, de n'avoir pas eu l'argent attendu pour implémenter un certain nombre de réformes en matière de décentralisation. Donc, du coup, je me demande, finalement, à quel jeu on joue. Est-ce que ce n'est pas le type de décentralisation où on donne du main et on récupère de l'autre? Voilà... Oui. À quel jeu, vraiment, c'est très gênant, n'est-ce pas, de trouver des Camerounais qui pensent que ce sont, n'est-ce pas, d'autres peuples qui doivent venir se décider à la place des Camerounais.
c'est d'autant plus gênant que ça sort d'un journaliste. Nous savons effectivement qu'il y a certains d'entre nous, certains Camerounais, qui se comportent effectivement comme si le Cameroun, n'est-ce pas, devait être vendu, n'est-ce pas, à certains impérialismes occidentaux. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Quand nous disons que c'est le peuple camerounais qui est maître et souverain de son destin, qui doit décider, n'est-ce pas, de l'avenir qu'il se donne. Les pays avec qui nous avons des relations, n'est-ce pas, doivent respecter, n'est-ce pas, notre souveraineté, rester, n'est-ce pas, dans leur posture. Je crois que, je l'ai dit à l'entame de mon propos, le ministre américain, il est ministre américain, il peut donner des conseils, mais qu'il reste effectivement dans sa posture, n'est-ce pas, de pays ami, pays conseil. Il ne doit pas se transformer, n'est-ce pas, en un dirigeant camerounais, sauf s'il veut être un ministre camerounais, mais nous ne pensons pas que c'est ça son vouloir. Nous ne pensons même pas que c'est ça qu'il a pensé. Nous pensons tout simplement que c'est d'autres Camerounais qui veulent à tout prix, n'est-ce pas, pensant exciter les États-Unis pour venir, n'est-ce pas, s'aimer le chaos ici. Non, le chaos ne va pas se faire. Et puis, à ceux-là, nous l'avons toujours dit, hein, vous savez, il y aura toujours des Camerounais patriotes, n'est-ce pas, pour que certains désordres et certaines choses ne se passent pas ici au Cameroun. Oui, donc moi je voudrais assez rapidement rebondir parce que vous savez, monsieur Ondondon a été présenté comme un chef. Sa Majesté. Sa Majesté, très bien. Pardonnez. Voilà. Donc, vous savez, on connaît les chefferies traditionnelles au Cameroun, hein, qui sont en général inféodées au pouvoir en place, mais on peut le leur concéder parce qu'ils bénéficient d'une rémunération désormais et tout. Et tant que ça va... Il est du RDPC, hein, oui, tout à fait. Oui. Il n'y a pas de souci, mais tant que ça marche bien dans le meilleur des mondes pour eux, très bien, le Cameroun va bien. Et il peut se dire en mondovision que les relations internationales, ça ne compte pas, que le droit international n'a même pas vocation d'exister, qu'une puissance du monde ne peut pas décider de l'avenir d'un petit pays d'Afrique comme le Cameroun. C'est très bien, Sa Majesté. Mais je vais vous rappeler donc quelques autres propos tenus par le même diplomate ce matin, objet de notre discussion. Il dit ceci: les populations du nord-ouest et du sud-ouest ne veulent pas d'une décentralisation symbolique avec les mots sur le papier. C'est de ça qu'il est question. Il parle en langage diplomatique. Il donne un peu trop de temps au Cameroun. Les États-Unis, les Américains, ça ne leur coûte rien. C'est un claquement de doigts et ils règlent le problème camerounais. Ils vous ont trop longtemps laissé faire et ils continuent parce que ce langage, il est vraiment diplomatique et je les en remercie parce qu'ils ne veulent pas que le Cameroun puisse faire l'objet quand même, j'allais dire, d'une neutralisation. Parce que le Cameroun appartient à la communauté internationale, c'est-à-dire à la même humanité que quelqu'un qui est en Papouasie et autres. Donc, les 50 000 Camerounais ou bien les 500 000 Camerounais qui sont déplacés, ou bien qui souffrent de malnutrition aujourd'hui du fait des avatars de cette crise, sont l'objet de préoccupation auprès des Occidentaux, même si vous, ici au Cameroun, ça vous laisse de marbre. Parce que tant que vous avez la possibilité, vous, de pouvoir régler tous vos petits soucis, très bien, ça marche. Aujourd'hui, ils disent donc ceci. Ils vont, parce que M. Bouba, vous avez annoncé l'arrivée dans quelques jours encore ici au Cameroun de ce monsieur, de ce Tibor Nagui. Il s'agit aujourd'hui de rechercher toujours les solutions qui devraient nous permettre d'obtenir un modus vivendi. Monsieur Tibor Nagui a reçu le président du MRC, monsieur Maurice Kamto, avec un large sourire il y a quelques jours. Ce n'est pas anodin. Et il l'a rappelé dans l'interview de ce matin. Si vous pensez que M. Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est rien du tout aujourd'hui pour la sauvegarde de l'intégrité physique des citoyens de ce pays, pour la paix sociale au Cameroun, eh bien vous avez tout faux. Il s'agit donc de reconnaître que on doit nécessairement tendre vers un arrangement dans les prochains jours. C'est de cela qu'il est question. Nous avons la main tendue des anciens chefs d'État et c'est quelque chose d'authentifié. Ça devrait se tenir au mois d'avril du côté du Kenya. On va en parler tout à l'heure. Donc, je voudrais assez rapidement inviter Sa Majesté à bien considérer que très bien, on peut
quand on est à Yaoundé, quand on est dans des situations assez confortables, estimer que la parole qui vient des Occidentaux ne vaut pas grand-chose, mais je l'invite quand même à prendre conscience de la réalité de ses compatriotes aujourd'hui, de la réalité de notre environnement social aujourd'hui, pour comprendre que nous avons besoin de l'aide de ces gens-là pour nous aider finalement à mieux voir les choses. Alors, Thierry Ndron, est-ce que Tibor Nagui, à travers cette sortie, quand il parle de déclarations sur le papier, faisant allusion au régime spécial accordé à ces deux régions, il veut effectivement que cela soit effectif sur le terrain et que les populations sentent que, effectivement, la décentralisation est actée. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, loin de moi, l'idée de vendre le Cameroun aux Occidentaux. Nous faisons simplement une analyse froide de la situation. Et nous disons aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Ce qui se passe chez le voisin nous intéresse, et ce qui se passe chez nous intéresse le voisin. C'est pour cela que vous verrez ces Américains parler. Nous aimons tous ce pays, et chacun de nous ici travaille à ce que ça se passe bien. Mais on dit les solutions que le gouvernement envisage ou propose montrent des limites. Je vous ai pris, et pour répondre à la question de M. Bouba, je vous ai pris l'exemple du ministre Obama, que j'ai lu dans la presse cette semaine. 2 interviews, une dans Mutation, une dans je crois, Repère. Et j'ai fait attention. Il le dit, je ne sais pas si c'est pour s'en plaindre ou bien pour se dégager sa responsabilité. Il dit très bien que pour cette année 2020, les crédits alloués à la décentralisation effective ne sont pas arrivés dans son budget. Et les Américains qui suivent l'évolution du processus ont certainement des raisons de s'inquiéter. Parce que si le ministre compétent dit « je n'ai pas les moyens pour implémenter la décentralisation », qu'adviendrait-il du NOZO où effectivement il y a un statut spécial à mettre en œuvre? Je pense que c'est des préoccupations qu'il faut prendre au sérieux. Et plutôt que de considérer comme des attaques frontales les déclarations qui viennent des États-Unis, il faut plutôt les travailler de telle sorte que des solutions effectives puissent en sortir. C'est comme ça que moi je comprends cette affaire. Et je dis, mon voisin, M. Ango vient de le dire, dans la vie il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Et aujourd'hui, nous, Camerounais en Afrique centrale, une population d'à peine 25 millions, avec des problèmes de sécurité, avec des difficultés de développement, nous ne pouvons pas dire qu'on fait un rapport de force avec les puissances occidentales. Non pas que nous les sollicitons pour venir nous écraser, mais nous disons dans la géopolitique actuelle, il faut savoir analyser la situation et s'ajuster. C'est tout ce que moi je peux demander dans le cadre, après la sortie de M. Tibor Nagui, qui n'en est pas sa première sortie, ça il faut le dire. Et il faut considérer toutes ces sorties comme des signaux qu'on nous envoie. Il faut traiter ces signaux. Et je crois que le Cameroun étant un pays très important en Afrique centrale, même les Américains eux-mêmes savent très bien qu'ils ne doivent pas nous bousculer n'importe comment. Ils font très attention. Pourquoi est-ce que les États-Unis s'intéressent tant au Cameroun? Le Cameroun fait l'objet d'une convoitise. Non, vous savez, M. Bouba, entre États, il n'y a pas une simple amitié, il n'y a que la notion d'intérêt qui compte. C'est sans doute parce que les États-Unis ont un intérêt. L'intérêt que je peux commencer, n'est-ce pas, à vous situer, c'est que dans le golfe Persique, toute la dorsale Cameroun, qui se trouve dans le golfe Persique, est une voie de communication très importante. Je crois qu'en 2014 ou en 2013, il a été trouvé que beaucoup de richesses, n'est-ce pas, passent par le golfe Persique, des richesses, n'est-ce pas, Le golfe de Guinée. par le golfe de Guinée, des richesses, n'est-ce pas, qui vont aux États-Unis. Mais en même temps, c'est une route également où la drogue passait également. Et les États-Unis sont en train de surveiller ça. Vous savez que les États-Unis ont installé à
à Douala, sur notre côte, il y a une sorte de vidéosurveillance, n'est-ce pas, dans le Golfe. Donc, c'est de leur intérêt, effectivement, n'est-ce pas, de surveiller et certaines richesses qui vont chez eux et les problèmes liés, n'est-ce pas, à la cocaïne, à la drogue, qui a l'habitude de passer par là, qui sortent peut-être de l'Amérique latine. Donc, voici pourquoi, entre les États, il n'y a que des intérêts. Et puis, vous savez, au niveau central, le Cameroun est en Afrique centrale, un pays qui est le poumon, n'est-ce pas, de l'économie de l'Afrique centrale. Et c'est autant de choses qui font que les États-Unis, n'est-ce pas, s'intéressent au Cameroun. Alors, si il y avait un chaos ici au Cameroun, s'il y avait le désordre ici au Cameroun, ça allait se répercuter sur l'ensemble de l'Afrique centrale et déstabiliser complètement, n'est-ce pas, les différents pays qui nous entourent. C'est autant de choses. C'est pour cela que ces grandes puissances ont intérêt à ce que la stabilité puisse régner ici au Cameroun. Lorsque nous disons que la stabilité règne au Cameroun, lorsque nous disons que nous avons des rapports, des relations bilatérales avec les puissances occidentales, nous respectons effectivement, n'est-ce pas, ces différents, et nous respectons les conseils qu'ils peuvent nous donner. Il faut qu'on se comprenne bien. Ils peuvent intervenir, n'est-ce pas, dans le cadre des conseils. Mais il faut surtout, n'est-ce pas, enlever, n'est-ce pas, aux Camerounais, faire peur aux Camerounais, une peur selon laquelle du jour au lendemain, avec un claquement de doigts, n'est-ce pas, un pays occidental peut venir bombarder tout le Cameroun et semer le désordre. Non, nous n'en sommes pas là. Il ne faut pas faire peur aux Camerounais. Le Cameroun est un pays stable et nous devons respecter effectivement notre dignité. Les autres pays doivent également respecter notre dignité. Et les relations peuvent continuer, n'est-ce pas, en bon conseil, en bonne intelligence. C'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas, vous dire. Alors, Sam Séverin, en gros, dans la foulée, on a aussi appris l'existence d'un document qui appelle à une autre espèce de grand dialogue national, mais cette fois du côté du Kenya, au mois d'avril, avec pour initiateurs les anciens chefs d'État qui, pour eux, trouvent que c'est intéressant de trouver une solution à la crise dans le Nozo. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est une manière de botter en touche ce qui a été préalablement fait ici à Yaoundé? Bouba, c'est un sujet qui me préoccupe et je vais vous répondre assez rapidement, mais je voudrais assez vite, si vous me le permettez en quelques minutes, battre en brèche calmement les thèses complotistes qui sont émises ici par Sa Majesté, qui représente les partis au pouvoir. On ne peut pas parler de complot des Occidentaux parce qu'ils auraient quelque intérêt au Cameroun à venir, je ne sais pas puiser quelle richesse, et que c'est pour cela que ils sont attachés à ce qui se fait et ce qui se vit ici depuis de longs mois. Aujourd'hui, non. Je pense que le véritable complot contre le Cameroun et les Camerounais émane de l'oligarchie qui a capté le pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire que Paul Biya avec Ibrahim Talba Mala, Kava Yege Djibril, Jacques Famendongo, Laurent Esso, ils sont pas bien nombreux, ils sont une cinquantaine, ils ont capté le pays. C'est eux les comploteurs. Donc laissez les Américains, les Occidentaux de côté, parce que le vrai complot, il est celui-là. C'est-à-dire que la majorité des Camerounais qui ploient, si vous roulez à Yaoundé, avec n'importe quel type de véhicule, vous ne pouvez pas être à l'aise. C'est la pourriture partout. Donc ce ne sont pas les Américains qui viendront assainir l'environnement camerounais. Donc je vous passe l'autre bilan catastrophique qui peut être fait aujourd'hui. Donc nous sommes en train de peiner, nous sommes en train de, j'allais dire, de suffoquer. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons bon espoir que l'information que vous donnez et qui est authentifiée, parce qu'avant d'entrer dans ce studio, j'ai pu échanger avec Maître Akeremouna. Donc vous savez qu'il est très bien introduit sur la scène internationale auprès de chefs d'État en fonction et à la retraite. Vous savez qu'il y a la fondation Mo Ibrahim également, qui a été à l'initiative d'un grand rassemblement récemment du côté de la France, au cours duquel d'ailleurs le président Paul Biya avait toutes les peines à pouvoir se mouvoir. Rappelez-vous, Mo Ibrahim qui récompense les bonnes démocraties dans le monde. Donc, Africa Forum s'inscrit à peu près dans la même dynamique. Et ces gens-là avaient déjà émis le vœu de rassembler les Camerounais autour d'une même table parce qu'au plan endogène, nous ne sommes pas en capacité de nous retrouver. Parce que lorsqu'on demande à ce qu'on aille au grand dialogue, ce qu'ils ont appelé grand dialogue, on a choisi essentiellement, majoritairement, les militants et responsables du comité central du RDPC. C'était leur affaire. Et
on n'a pas associé tout le monde, y compris quelques autres personnalités de la société civile. Donc, nous disons aujourd'hui, nous acceptons la main tendue de Forum Africa qui veut donc regrouper les Camerounais de tous bords, la diaspora, la société civile camerounaise, les partis politiques, le gouvernement camerounais. 500 personnes seront attendues du côté du Kenya au mois d'avril prochain, ce qui voudrait donc dire que mutatis mutandis, comme disent les juristes, on devrait acter le report des élections au Cameroun. La farce qui est en train de se dessiner pour le 9 février prochain nous mettrait tout droit vers le chaos. Parce qu'on ne peut pas y aller dans les conditions actuelles où vous avez Kavaï et Djibril vomi à l'extrême nord qui veut se représenter. Vous avez Jean-Jacques Zam dans le sud qui sera seul en lice dans les listes du RDPC. Vous avez dans la Sanaga maritime le Nyon Ekele, l'UPC qui est battu en brèche parce qu'il y a des petites combines avec le PCRN qui veut régner en grand maître là-bas avec la complicité du pouvoir. On ne peut pas aller à des élections dans ces conditions. Dans les conditions où Elections Cameroun n'est pas en mesure de vous garantir la nécessaire équité. Dans les conditions où le Conseil constitutionnel actuel recèle toujours en son sein les Jean-Baptiste Baskouda et Emmanuel Bondé qui sont des membres du RDPC. Nous disons non à cette forfaiture. C'est pour cela que la main tendue de Forum Africa pour le mois d'avril prochain au Kenya est la bienvenue. Si on a refusé l'initiative suisse, la médiation suisse, eh bien, nous disons merci pour la médiation africaine. Et je pense que tout n'est pas encore joué. Parce que voyez-vous, nous ne sommes même pas, on vous parle d'élections, mais il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas un compte à rebours. Rien ne vous indique qu'on va aller à quelque chose qui va permettre au Cameroun d'aller vers ce qu'ils appellent décentralisation. Une décentralisation en trompe-l'œil, parce que ça a toujours fonctionné comme ça au Cameroun. Parce qu'on a toujours fait dans de la roublardise. Nous disons avec la communauté du monde que c'est terminé. On est fatigué, il faut basculer à un vrai changement. Commençant par réformer les institutions, par dépoussiérer l'environnement qui permettrait à tout un chacun de se retrouver. Donc, le rendez-vous d'avril au Kenya, il faut davantage articuler là-dessus. Il est, de mon point de vue, vraiment quelque chose qui peut être salvateur. Alors, Koupi Kadomu, on nous a finalement rejoint, certainement pas pour beaucoup de temps, mais bon, il va prendre le train en marche, nous donner certainement également son point de vue sur la réaction, la sortie de Tibor Nagui sur Radio France Internationale. Vous l'avez suivi aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il reste cohérent ou alors il change? Il y a un rétro-pédalage? Quelle analyse vous faites? Merci Bouba, et je voudrais d'abord m'excuser auprès de nos respectueux téléspectateurs. Nous savons que chaque tribune de Canal 2 c'est une chose respectée. Et les téléspectateurs savent généralement que je suis jamais en retard. J'ai passé une semaine hors de Yaoundé et j'ai oublié un peu les dures réalités de Yaoundé qui voudrait que lorsque vous avez rendez-vous à 18h, il faut partir de chez vous plus tard à 16h. Je suis parti de chez moi à 17h15 minutes et voilà à l'heure où j'arrive ayant pris d'autres moyens de locomotion. Ceci étant, je voudrais dire que j'ai suivi l'interview accordé à France Inter par Tibor Nagui. J'ai le sentiment, au-delà du rétro-pédalage, d'un retour à des meilleurs sentiments. Un retour à des meilleurs sentiments parce que nous, à l'UDC, nous nous retrouvons désormais dans les positions qui sont prises et développées. On n'avait pas compris que les États-Unis se mettent dans une posture d'injonction à un État comme le Cameroun en disant, par exemple, qu'on rejetait les accords du grand dialogue, comme s'ils étaient les destinataires des résolutions du grand dialogue. En disant, par exemple, qu'il faut une médiation, il faut la Suisse, il faut ceci. Je pense que, nonobstant la posture de la grande puissance mondiale et les velléités des régulateurs de l'ordre mondial, il faut quand même un minimum de respect pour une nation lorsqu'on s'adresse à une nation souveraine. Nous sommes des démocrates républicains, nous aspirons à gouverner ce Cameroun et nous pensons que nous ne pouvons pas admettre que ce que nous n'admettrons pas quand on est au pouvoir se passe parce que c'est M. Biya qui est au pouvoir aujourd'hui. Je crois que lorsque j'ai suivi notre ami s'adresser, répondre aux questions de France Inter en disant que le grand dialogue s'est tenu, et que désormais, le souhait était de voir que les résolutions qui sont sorties soient implémentées. On se retrouve
on se retrouve désormais parce que le combat de l'UDC, le combat à l'UDC, c'est de mettre toute la pression et la pression maximale auprès du pouvoir gouvernant pour qu'on ne donne plus l'impression qu'on a le temps avec soi, qu'on passe à l'implémentation effective des résolutions du plan de dialogue. Il faut qu'on comprenne que Thibault Nagui a pris clairement position. Les États-Unis sont contre la sécession. Et ça, c'est important. On se retrouve. Deuxièmement, les États-Unis disent que les Camerounais des deux régions anglophones voudraient rentrer dans une décentralisation effective, de manière à être eux-mêmes en position de bien gérer. Et il y a eu une sorte de questionnement sur la position des élus et celle de ceux qui seront nommés par le président de la République, parce que pour nous, à l'UDC, nous ne pensons plus que dans le cadre de cette décentralisation, qu'on metta encore une autorité nommée au-dessus des personnalités élues par la population. On se retrouve. Et moi, je pense donc que si ce n'est pas un rétropédalage, c'est tout simplement un retour à des meilleurs sentiments. Un retour à une prise de conscience de ce que la posture des injonctions devrait tout simplement nous mettre dans des confrontations. Et cette confrontation n'allait pas prospérer parce que j'ai l'impression que les Camerounais, dans leur immense majorité, sont véritablement soucieux du respect de l'autorité nationale, de la souveraineté nationale. Et nous, à l'UDC, nous reconnaissons de ce côté-là. Alors Thierry Ndong... Oui, je voudrais dire, concernant la médiation, que ce qui s'est passé au grand dialogue national n'empêche pas que les Suisses continuent à suivre les négociations entre le gouvernement camerounais et les groupes armés. Ces négociations-là se poursuivent. Ça n'empêche pas que les États-Unis sous-traitent les négociations avec la Suisse comme les États-Unis le font déjà très bien avec l'Iran. Vous savez, les États-Unis ne traitent pas directement avec l'Iran. Ils ont sous-traité cette médiation avec la Suisse. Donc, le grand dialogue a eu lieu. Il a ses résolutions. Mais on est aussi tous d'accord que le grand dialogue n'a pas trouvé solution à tous les problèmes. Il y a la question principale des négociations avec les groupes armés. Cette question centrale reste entre les mains de la Suisse. Il y a une initiative qui vient du Forum Africa qui pourra se tenir, qui devrait même se tenir, parce que ce qui se passe dans le Nozo aujourd'hui a dépassé le seul cadre du Cameroun. Et aucun acteur n'est de trop. Aucun acteur de bonne volonté n'est de trop dans la recherche des solutions à la situation au Nozo. Ça, donc, ne restons pas rivés sur la seule solution grand dialogue. C'est une solution parmi les solutions à trouver à la crise dans le Nozo. Sam Séverin Ango, vous persistez et vous signez, et que la solution alternative, c'est bien sûr cette rencontre qui, selon vous, de facto, devrait contribuer à annuler le scrutin de février. Vous savez, moi je suis peiné par ailleurs, on est fatigué avec ça, vraiment, avec les discours diffus, veloutés, emprunts, j'allais dire, d'hypocrisie de quelques représentants de partis politiques au Cameroun. On a assisté à ça depuis de longues années, ça ne nous a abouti à rien du tout. Monsieur Koupita Damou, si l'UDC aspire vraiment à gouverner le Cameroun, vous devrez sortir de là. Sortez de là, parce que vous êtes resté là-dedans, vous êtes sans issue. Il faut rester là. Vous aspirez à diriger le pays, parce que c'est le chemin. Il faut quand même savoir regarder droit les choses. Quand on aspire à gouverner le pays, on va aux élections. Vous allez aux élections. Vous avez toujours gagné les élections parce que dans le Noun, parce que là-bas vous êtes sûr de gagner. Mais je rappelle que vous avez refusé d'être nommé sénateur suppléant parce que vous avez refusé quand même ce qui est fait par ce pouvoir en place. Mais bien sûr.
Voilà. Quand ça ne va pas, nous refusons. Nous ne sommes pas dans une opposition systématique. Voilà. C'est ça qui est la différence avec l'UDC. Nous ne sommes pas dans l'opposition systématique. Ça ne veut rien dire systématique. Quand c'est bon, on sait dire que c'est bon. Pour l'instant, on est coincé, on est bloqué, mais vous continuez de tenir un discours comme celui-là. C'est un blocage parce que vous avez été convié à ce que vous appelez dialogue. Rien du tout. Parce que vous avez été, vous, l'UDC, Koupita Damou, appelé sur la table de ce fameux dialogue entre guillemets, vous estimez que les résolutions qui en sont sorties mais j'ai entendu dire que les gens étaient exclus, c'est vous qui avez refusé de partir. L'émanation, oui. on a le MSC était à la phase de consultation, j'étais le même jour avec eux. Mais c'est à la phase finale qu'on a dit que si quand on n'est pas libéré, on ne va pas. Le directoire décapité est maintenu en prison. De la République. Véritablement, on ne peut pas y aller dans ces conditions. On avait empêché personne. On ne demande pas une faveur que de reconnaître sa place à un parti politique qui est aujourd'hui la principale force de l'opposition avec des centaines de millions de militants au Cameroun et à l'étranger. Ce n'est pas une faveur parce que le vrai pouvoir, vous qui continuez de vous amuser, il appartient au peuple. Et ce peuple-là vous regarde. Vous venez à la télévision donner le sentiment que la démocratie existe au Cameroun. C'est faux. Il n'y a pas de démocratie en ce moment. Nous sommes dans un déni de démocratie, chers messieurs, et vous allez rendre compte à l'histoire du Cameroun. Je continue donc de dire que la position du MRC... Je vous appelle à plus de tolérance. Et surtout, ils ont le droit également d'avoir une posture par rapport à un fait bien précis. Donc, vous avez votre position, ils ont la leur. Bon, maintenant, chacun peut aussi apprécier la position de l'autre, mais tout en respectant le choix de tout un chacun. Donc, voilà, donc, mais c'était pas pour me retirer la parole. Oui, je voulais ajouter, n'est-ce pas, le suite. Vous avez parlé d'un groupe d'anciens chefs d'État. Bon, je ne sais pas, ils ont déjà organisé une pareille initiative, ils ont déjà fait une pareille initiative, ils ont déjà organisé une pareille conférence. Dans quel pays? Vous voyez, il en parle avec beaucoup de désinvolture. Non, je voulais savoir pour le fait d'armes, parce que le tout n'est pas effectivement... Ah, vous posez la question sur le fait d'armes. Oui, sur le fait d'armes. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait sur la scène sur la scène continentale. Pour et que vous voyez cette histoire pas voilà, de bon œil. Pas très clair, parce que en réalité... Il s'agit pour vous d'un lobbying, il s'agit d'une manipulation, d'un lobbying louche. Et suivez mon regard, ça ne vient pas de très loin. Il y a des gens ici, là, qui parlent beaucoup. C'est pas très loin d'eux. C'est pas très loin de ce genre de lobbying. Ces gens-là, vous faites allusion au MRC? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que en réalité, on n'a jamais vu une pareille organisation. Ce n'est ni l'Union africaine, ni la Commission africaine, ni une quelconque instance au niveau africain. Donc, vraiment, mais si c'est pour le bien du Cameroun, je crois que les autorités gouvernementales vont juger ce qui est bon. Parce que le Cameroun. À ce regroupement, ils invitent la diaspora, ils invitent la société civile, ils invitent toutes les personnalités. Voilà, c'est-à-dire que tous nos gouvernants, parce que le Cameroun n'est pas un champ de maïs où tout le monde va venir dire n'importe quoi, où tout le monde va venir parler. Il y a beaucoup de pays qui ont des problèmes ici. On peut aller faire tout ça là-bas. Mais ça veut dire qu'ici, nous décidons, c'est nos gouvernants, c'est-à-dire que c'est le président Paul Biya et son gouvernement, c'est eux qui vont nous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Pour le pays, pour le bien, n'est-ce pas, des populations camerounaises. En ce qui concerne vraiment le boycott, chaque parti, le MSC a décidé de boycotter les élections. Nous respectons son choix. Maintenant, il faut que le MSC respecte aussi, n'est-ce pas, le choix des autres partis à participer aux élections. Il faut, parce que les populations aspirent à être gouvernées, les populations aspirent à être représentées au niveau local, au niveau des collectivités locales, au niveau des communes, au niveau des régions, parce que nous voulons mettre sur pied rapidement, implémenter, n'est-ce pas, les décisions et les résolutions, n'est-ce pas, du grand dialogue national. Il y va, n'est-ce pas, dans notre pays, étant donné que vous savez que la paix est en train de revenir dans le nozo, mais il y a des gens qui veulent toujours trouver, n'est-ce pas, la petite ficelle, la petite étincelle pour pouvoir faire réjaillir, n'est-ce pas, les étincelles, mais ils se trompent parce que la majorité des ex-combattants sont en train de déposer les armes, sont en train, n'est-ce pas, de rallier la cause gouvernementale, parce que c'est pour leur bien, c'est pour le bien, n'est-ce pas, de leur pays. Et je crois que le statut spécial, n'est-ce pas, verra le jour et les élections auront bel et bien lieu un peu partout, n'est-ce pas, dans le Cameroun. Est-ce que, Koupita Damou, vous avez le sentiment que, en évoluant progressivement vers les élections du 9 février, si rien n'est fait dans ces partis
du pays, notamment le Nozo, région du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous avez le sentiment que les élections pourront se tenir paisiblement dans ces zones-là? Bon, Bouba, si ces résolutions, effectivement, ne sont pas rapidement, comme le demande Tibor Nagui, mis en application. Ouais, je ne voudrais pas que ça soit un alibi. Il faut se dire des réalités. Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de saluer ce groupe de jeunes de Koumangba qui se sont constitués avec leur président Ibrahim, qui ce matin ont eu des questions avec moi. Les élections n'ont pas encore commencé, par rapport à cette question d'élection. Les élections, la campagne. Je suis pas en train de faire la campagne. Je suis pas en train de faire la. C'est parce qu'on m'a posé la question par rapport aux élections. Okay. Et justement, les échanges que j'ai eus avec ce groupe de jeunes de Koumangba, que je salue. Koumangba, c'est dans le nord-ouest. C'est dans le Noun. Vous voyez que par rapport, vous avez. Moi, je parle du nord-ouest et du sud-ouest. Vous m'amenez dans le Noun. Non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous savez, Koumangba est le village le plus limitrophe avec la zone anglophone vers le nord-ouest. Et c'était quoi leur préoccupation? C'est la préoccupation sécuritaire. Et c'est effectivement l'appréciation des avancées en ce qui concerne la prise en compte de la population locale de cette nécessité de retour à la sécurité et ce retour à la vie normale chez eux. Et donc je voudrais par là ouvrir la brèche pour dire que ce que nous avons vécu dans la partie septentrionale, en ce qui concerne le combat contre Boko Haram, où la population civile s'est constituée et a donc servi un matelas important, puisque ce n'est que pas après que le gouvernement a pris conscience de la nécessité de cette organisation de la défense civile pour encadrer le groupe d'autodéfense. C'est ce qui est actuellement en train de se constituer dans le Nord-Ouest. Donc ça là, c'est cette nouvelle que j'ouvrais la brèche de Koumangba pour vous dire, et de dire donc que par rapport aux avancées sur le terrain, on ne peut pas dire que les élections auront lieu de manière paisible à 100% dans toutes les communes de ces deux régions-là, mais il y aura élection. Il y aura élection parce que ce qui nous encourage de dire, c'est cette prise de conscience qui avait manqué dès le départ. Parce que dès le départ, on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'obéissance aux injonctions de cette minorité, cette milice ambazonienne. Il fallait seulement qu'ils claquent le doigt et pour que la population se mette à obéir. Aujourd'hui, il y a une sorte de velléité de les confronter par la population elle-même. Et donc, ça nous encourage à dire, si on ajoute à cela les mesures supplémentaires de sécurité que le président a annoncées dans son discours et qui sont prises, nous sommes en position de penser qu'il y aura élection. Et je profite pour dire à Sam, mon ami Sam Séverin, que aujourd'hui, nous souhaitons qu'on reste cohérent dans le discours politique. Parce que la population nous regarde. Peut-être que Sam ne sait pas. J'ai été à l'ambassade des États-Unis lorsque l'émissaire, le haut émissaire des États-Unis était envoyé ici un peu avant l'élection présidentielle pour entretenir avec l'opposition. Nous avons été reçus 3 partis politiques. Le MSC, le SJF et l'UDC. Nous étions reçus à 3. Et j'ai eu la chance que, parce qu'ils avaient demandé que chaque parti soit représenté par 2 personnes, j'ai eu la chance de représenter l'UDC. Et puis le MSC était représenté au plus haut niveau par Maurice Kamto et le secrétaire général. Nous avons, nous, SJF et l'UDC, nous avons dit clairement à ce moment-là qu'il n'était pas normal qu'on convoquât l'élection présidentielle, une élection avant de trouver des solutions concertées à la crise dans le Nozo. Nous avons souhaité que si les États-Unis avaient la possibilité d'aider le Cameroun, c'était de mettre la pression qu'ils pouvaient pour que le gouvernement consente d'une modification constitutionnelle à l'effet de repousser les échéances de l'élection. Je vous assure, et je jure la main dans le cœur, que c'est le professeur Maurice Kamto qui a dit que la solution au problème de Nozo viendrait à part les élections. C'est lui qui a soutenu qu'il faut aller aux élections parce que c'est les élections qui permettront de trouver des solutions parce que le gouvernement a... Élection présidentielle, 100 ans. Il y a quelle différence, monsieur? Donc moi je pense que quand on est un peu... On dit une chose dans les mêmes circonstances et on dit une autre le contraire par la suite, il faut interroger la cohérence de votre discours politique au lieu de vous mettre dans la posture de donner des leçons à un parti politique républicain comme l'Union démocratique du Cameroun. Bon, je peux prendre la parole parce que c'est la dernière prise. Non, vous allez prendre la parole, mais d'abord lui, Thérindo, pour le dernier tour de table. Oui, je voudrais dire que, comparaison n'est pas raison, ce qui se passe au Nozo n'est pas ce qui se passe contre Boko Haram. Au Grand Nord,
le Cameroun a été victime d'une attaque extérieure du fait des djihadistes appelés Boko Haram. Au Nozo, c'est des Camerounais, que vous appelez avec dédain, ambazoniens, mais c'est des Camerounais qui expriment un mal-être d'une façon ou d'une autre. Ils ont commencé par la parole, vous les avez poussés à la radicalisation. Mais c'est des Camerounais. Et je ne sais pas si nous vivons tous au Cameroun. Peut-être parce qu'on est à Yaoundé. Mais discutez avec les gens qui sont dans ces régions-là. Ils vous diront que ça ne va pas. Pour dire quoi? Pour dire que la situation est tellement grave dans le Nozo que nous ne devons pas faire l'économie des médiations qui nous, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Nous devons tout mettre en place pour que ça revienne à la normale. Plutôt que de vilipender ceux qui constatent que c'est grave. Parce que j'ai l'impression que nous-mêmes, Camerounais, on a atteint un niveau de déshumanisation au point où la souffrance de nos frères ne nous dit plus rien. Et c'est les gens de l'extérieur qui nous disent attention, il y a problème dans votre pays. Il y a problème, les gens souffrent. Alors, écoutons donc ces gens-là. Je ne suis pas pour moi je ne fais pas de la politique, je ne suis pas pour un renversement du pouvoir de Biya, ou bien je n'entre pas dans cette querelle, mais je me sens d'abord humain et je me mets à la place des gens qui souffrent. Moi je sors d'un séminaire où on parle élection et où on a fait venir des agents électoraux de tout le Cameroun. Je discute avec ceux des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous assure mon frère, ils disent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un mot d'ordre, une loi non écrite qui sévit et qui dit il n'y a pas d'élection. Je n'encourage pas ça, mais je vous donne le rendu du terrain qui est différent. Qui est différent, je finis par là, M. Bouba, qui est différent de ce que le gouvernement veut montrer. Le gouvernement a dans son rôle de montrer que tout va bien. Mais je dis faisons très attention. Tout ne va pas toujours bien. Sam Séverin Ango, Tibor Nagui peut faire bouger les lignes avec sa venue d'ici la semaine prochaine. Oui, c'est un peu comme, rappelez-vous, la Coupe des Nations de 2019, effectivement, avec les gens de la CAF. Aujourd'hui, nous attendons vivement l'arrivée de Tibor Nagui, mais notre position, elle est toute trouvée. Nous invitons les Camerounais, si le pouvoir veut passer en force, nous l'avons déjà dit, vous restez à la maison, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas d'élections qui peuvent tenir dans les conditions actuelles. Parce qu'il y en a qui continuent de banaliser effectivement. L'UDC et quelques autres partis qui lui ressemblent. Peut-être pour eux l'enjeu, bon, n'est pas trop grand, hein, parce que bon, ils représentent pas beaucoup de choses sur l'échiquier national. Aujourd'hui, l'élection présidentielle, monsieur Adamou, c'était différent parce que ça changeait le système complètement. Quand vous êtes à la tête d'un État, comme devait l'être Maurice Kamto, eh bien, il devait choisir le moyen par lequel il devait régler cette crise anglophone. Aujourd'hui, il s'agit d'aller choisir les dirigeants locaux dans les localités, collectivités locales décentralisées. Il faut choisir les bonnes personnes. Vous allez choisir les mêmes personnes. Alors, je ne veux pas utiliser le terme de M. Saint-Désir Atango, parce qu'on est à la télévision. Ceux qui l'ont écouté savent de quoi je parle. Vous allez choisir les mêmes personnes incompétentes, pour édulcorer mon langage, pour aller diriger quoi dans un bilan nul. Vous prenez Yaoundé, toutes les mairies de Douala, nul de chez les nuls comme bilan. Aujourd'hui, ceux qui vont sur les starting blocks aux élections pour postuler à ces postes-là n'ont pas de profil du tout, fondamentalement, y compris dans les rangs du RDPC où les investitures ont été très mal faites. C'est même dans l'intérêt du parti au pouvoir de ne pas passer en force. Vous avez intérêt à choisir les bonnes têtes. Finalement, parce que le Cameroun est fatigué d'avoir affaire à des incompétents qui héritent de la gestion de la cité. Donc, au moment où le pouvoir doit revenir, comme l'a dit Tibor Nagui, entre les mains véritablement des populations, ces populations doivent se retrouver. Pour que les populations se retrouvent à choisir les dirigeants qu'ils ont voulu choisir, il leur faut un bon code électoral. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que nous insistons nécessairement sur
un autre dialogue inclusif qui peut se tenir même au Cameroun, même ailleurs, mais à condition qu'on décale un tout petit peu la date. Le RDPC, tout va bien et les populations du Nozo seront en sécurité et l'élection va bien se passer le 9 février. Oui, l'élection va bien se passer, M. Bouva. L'élection va bien se passer le 9 février dans la majeure partie des circonscriptions électorales. Il peut arriver que dans le Nozo, dans certaines poches, que certaines poches soient un peu perturbées, mais de manière générale, on pense effectivement qu'au niveau des circonscriptions perturbées, mais de manière générale, on pense effectivement qu'au niveau des circonscriptions départementales, les élections pourront effectivement avoir lieu. Nous avons souhaité que les responsables du MRC qui viennent aux élections, c'est parce qu'ils n'ont pas pu constituer les listes. C'est faux, mon cher monsieur. C'est faux pour la région du Sud. On a toutes les listes. Oui, allez, terminez, allez pour le Sud. Pour le Sud, oui. Oui, il y a les listes. Ne vous attardez pas sur le Sud. Oui, mais pour le reste, ils ont été incapables de faire les listes. C'est faux. Ils ont fui, n'est-ce pas, les élections. Et le peuple est témoin, le peuple est témoin de ce genre de choses. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que lorsqu'on va aux élections politiques, on a aussi des ambitions. Parce qu'on veut présenter un certain nombre de choses, n'est-ce pas, aux Camerounais. Il le disait d'ailleurs que il faut choisir, n'est-ce pas, les bonnes personnes pour pouvoir gouverner. C'est de ça qu'il est question. Et il faut que les Camerounais, n'est-ce pas, prennent leur destin en main. L'ouverture des élections est une ouverture nouvelle. Le président Paul Biya a parlé d'un Cameroun nouveau. C'est-à-dire que désormais, le développement du Cameroun passe effectivement par le bas. C'est véritablement ce qu'on a appelé le bottom-up en entreprise. Le développement commence du bas, n'est-ce pas, pour aller vers le haut. Merci, cher monsieur. C'est terminé pour le débrief aujourd'hui. Prenez rendez-vous lundi avec Ghislain Pierre Rissono pour une autre édition du débrief. Le journal, c'est juste dans quelques minutes entre Yaoundé et Douala. Madame, monsieur, bien le bonsoir.